Avec une voix aussi mielleuse, boire ses paroles est une évidence. Isabelle Maréchal. On est de retour avec Marie-Èva de Villers, qui est la grande créatrice du multidictionnaire de la langue française, qui en est à sa 8e édition. Et je peux vous dire, il y a son poids des mots là-dedans. Il y a des nouveaux mots. On disait d'ailleurs avec Marie-Èva, c'est fascinant de voir à quel point les mots décrivent aussi, pas seulement qui nous sommes, mais parce que c'est un peu, dis-moi comment tu parles, puis je te dirai un peu qui tu es, d'où tu viens. Il y a de ça aussi, mais également de notre société. Vous nous avez lu là, des dernières éditions, des mots qui ont surgi à chaque époque. Exactement, et qui sont très révélateurs. On a beaucoup de commentaires, Olivier. Oui, à la question, est-ce que vous trouvez que la langue française est devenue un peu trop molle avec les nouvelles expressions, les mots qui rentrent par-ci par-là, les faqueux, ces mots-là? Et là, il y a Jonathan qui nous mentionne, la langue française perd de plus en plus de sa beauté et sa richesse, se ternit. En voulant la rendre de plus en plus simple, on encourage le nivellement par le bas de tout ce qui en découle, surtout sur le plan de l'éducation et la culture, et je rajouterais à ça, les fameux réseaux sociaux influencent énormément sur le langage, parce qu'on écrit rapidement des abréviations, des petits mots, et ça finit plus. Je dois être d'accord avec Jonathan là-dessus. Ouais. Oui. Vous en pensez quoi, Marie-Èva? Oui, c'est vrai. Dans un contexte familier, on va recourir à des expressions qui sont plus simples. Cependant, il y a quand même le fait que, avec la scolarisation maintenant, qui est beaucoup plus importante, la proportion de Québécois, de Québécoises qui ont fait des études universitaires, on a une possibilité de choisir des registres de langue selon le contexte de la communication. On est un peu caméléon finalement. Exactement. Quand on parle. Puis il faut l'être, non? Des caméléons linguistiques, c'était le terme qu'employait le regretté linguiste Jean-Claude Corbeil. Oui. Et c'est justement la faculté d'adapter son niveau de langue au contexte. Et ça, aujourd'hui, on a davantage, une proportion plus importante de la population qui maîtrise les registres courants et soutenus et qui vont utiliser un registre plus familier quand la situation le permet. Comment arrivez-vous, Marie-Èva de Villers, à ne pas être imperméable à l'anglais qui nous entoure? Oui, c'est vrai que il faut résister. Parce que cette langue est devenue, les jeunes, beaucoup parlent, on parle maintenant de franglais. Oui, ça fait longtemps que le terme a été créé. Ouais. Ça remonte à au moins un demi-siècle. Et mais bon, on est toujours évidemment confronté à cette réalité que nous baignons dans un univers anglo-saxon. Vous non, ça vous colle pas sur la peau. Ben je dois dire que je ne fréquente pas les réseaux sociaux de peur de lire trop de. Puis vous allez pas au centre-ville de Montréal non plus. Ben oui, j'y vais quand même parce que vous l'entendez l'anglais présent. Oui, mais bon, il y a. Puis quand vous regardez les chiffres, même c'est sorti encore récemment, la situation du français s'est détériorée à Montréal au cours des 20 dernières années. C'est Soraya Martinez-Ferrada, la mairesse, qui dévoilait le plan de son administration pour valoriser le français, la langue française dans la métropole. Il y a un déclin pan-canadien quand on regarde le taux d'usage du français comparativement à l'anglais, des chiffres d'il y a quelques années, mais on voit bien que le français chute aussi sur plusieurs fronts. Les gens le parlent pas forcément au travail, c'est une plaie. Oui, c'est préoccupant. Même dans des milieux de travail francophones, c'est encore comme à l'époque. Il suffit qu'il y ait une personne. Exact. Et là, tout se passe en anglais. Exact. Qu'est-ce que ça dit de nous? Ben, on n'a pas appris, visiblement. Oui, mais il y a aussi le fait qu'on a une proportion très élevée de personnes qui sont bilingues, voire trilingues. Alors, quand on voit qu'il y a une personne qui ne comprend pas, on passe à l'autre langue plus facilement. Quand on maîtrise soi-même plusieurs langues. Par gentillesse aussi, surtout. Par politesse. Par politesse, voilà. Par politesse, ou souvent on entend, moi ça me dérange pas. Quand on dit quelle langue vous voulez qu'on parle, français ou anglais, tu sais, dans l'avion par exemple, de dire, OK, là, quelle langue on parle? Hein? Parle français. Mais il y en a qui vont dire, ça me dérange pas. Moi, ça me dérange. Pourquoi? Si on me fait choisir, je vais prendre ma langue maternelle. Mm-hmm. Après, si je suis la seule francophone dans une mer d'anglais, je me rallie. J'ai vécu à l'Ontario 5 ans, je peux vous dire, t'as pas le choix de te rallier. Mais il y a quand même quelque chose est-ce que vous avez l'impression qu'on est assez fiers? C'est une capitulation. Oui, êtes-vous d'accord? Il y a moins de fierté. Oui, je trouve. On a capitulé. À Montréal, oui. Peut-être pas à Québec ou dans les régions. Mais à Montréal, il y a cette promiscuité qui est telle et ce bilinguisme, ce trilinguisme. Mais vous avez dit capitulation. Oui.
C'est un gros mot, ça. Ben oui. C'est préoccupant. Avez-vous déjà été aussi préoccupé qu'en ce moment sur le français? Non. Les dernières années sont plus... c'est plus évident. C'est plus évident, ce passage. C'est surtout les jeunes, à l'école secondaire, quand on lit les reportages où, dès le moment où ils sont pas dans la classe, ils se mettent à parler anglais. Complètement. Et je voyais des élèves d'un collège, là, à Outremont ou à proximité, à Côte-des-Neiges plutôt, un collège francophone. Et là, je les entends parler entre eux, tous, en anglais. Je dis, mais voyons, ils sortent de ce collège, c'est pas possible. Est-ce que vous leur avez dit? Non? Non, mais ça m'a désolé d'entendre ça. Oui, complètement. Qu'est-ce qu'on peut faire, d'après vous? Je sais pas trop. C'est pas un problème facile. Parce que chacun peut parler comme il le souhaite. On peut pas intervenir pour la langue privée. Ouais, c'est vrai. Mais on peut intervenir sur la langue au travail. On peut intervenir. Et vous avez fait carrière à l'Office québécois de la langue française. Vous avez à l'école des HEC. J'ai été 23 ans. Exactement. Et à l'école des HEC, on se préoccupe de la maîtrise de la langue française. Ouais. Et il faut dans les affaires, c'est important. Obtenir le diplôme de baccalauréat en administration des affaires. Il faut faire la preuve de la bonne maîtrise, de l'excellente maîtrise de la langue française. Ouais. Alors ça, c'est très sérieux. Et quand on regarde, on vient encore de vérifier, 52% des Québécois ont un niveau, sont considérés comme des analphabètes fonctionnels, c'est-à-dire ils maîtrisent pas très bien, analphabète, ça le dit, hein, pas maîtriser le français écrit ou parlé, mais ils fonctionnent quand même. 52%, Marie-Èva de Villers? Oui. C'est énorme. Moi, j'avais la question, parce que vous avez parlé de la fierté. Et souvent, les jeunes, quand on leur pose des questions, moi, à l'université, j'avais fait un vox pop dans la rue Dakar. J'étais allé voir les plus jeunes par rapport, pourquoi c'est important d'être fier. Un micro-poignet. Un micro-poignet, voilà. C'est vrai. Parlant de, on va utiliser les vrais termes. On avait posé la question, en termes, est-ce que c'est important d'être fier de la langue et pourquoi? Et souvent, les gens parlaient comme quoi que l'anglais était beaucoup plus utile, d'accord? Et était cool. En soi, lorsqu'on parle anglais, cool, c'est cool parce que l'anglais, ça représente les séries Netflix, les Hollywood, tu sais, la grande bannière. C'est ce que dit David de Terrebonne, d'ailleurs. Exactement. Donc, pourquoi, tu sais, vous avez parlé de fierté. Pourquoi que c'est important d'être fier de la langue actuellement? En quoi le Québec est le Québec avec la langue française? Pourquoi on a l'impression que le français, c'est pas cool, finalement? Ouais, c'est ça. Oui. Bon, c'est certain. Mais c'est l'essence même, au fond, de notre culture. La langue que nous utilisons, c'est pas simplement un outil de communication, comme l'anglais peut l'être pour ceux qui notre identité. C'est notre identité même. Alors, c'est essentiel. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui même, là, je me suis dit, mon Dieu, mais ça tombe bien qu'on reçoit Madame de Villers. L'Office québécois de la langue française suggère d'encourager le Canadien de Montréal uniquement en français. Donc, ce n'est pas go Habs go, mais bien allez. Canadien, allez. Allez, Canadien, allez. Et d'ailleurs, ils ont fait toute une liste, d'ailleurs, d'anglicismes à bannir et de mots à découvrir quand on décrit, par exemple, un match. Un lexique dédié au hockey sur glace. Par exemple, une échappée au lieu de breakaway. Au lieu du icing, on doit dire dégagement refusé. Ça, on l'entend quand même de plus en plus. Qu'est-ce qu'on doit penser de cette liste, Marie-Èva? C'est très intéressant, mais je constate que but désert, changement de trio, égalité numérique, tous ces termes-là sont relativement utilisés dans la description depuis René Le Cavalier. Alors, c'est vrai. Je crois que ce vocabulaire est déjà très bien connu. Mais on dit encore, et surtout dans les publicités, on dit, on n'y est pas avec la poque. Oui. Ne tergiversez pas avec la rondelle. Oui. Bon, c'est sûr que... C'est un peu long. C'est peut-être un peu long. Mais vous m'aviez dit tout à l'heure que vous la trouviez pas mal, cette pub-là. Je trouve que ces deux jeunes joueurs, là, ils sont assez sympathiques. Est-ce que vous les connaissez? Êtes-vous capable de dire leur nom? Il y en a un, c'est Demida. Oui, bravo. Puis l'autre, c'est 48. C'est? Lane. Lane Hutton. Oui, voilà. Bravo!
Merci beaucoup. Alors, on va dire, allez, Canadiens, allez Montréal, allez. On en parlera, bien sûr, un petit peu de hockey. On va surtout parler de la victoire de Montréal aussi, avant de terminer cette émission, parce que vous avez vu la victoire qui a remporté la Coupe Walter. Les filles au hockey ont mis la main sur une coupe. Alors, c'est quand même. C'est un signe. Voilà. Mais avant, on va parler à Dr Benoît Eppel, parce qu'on fait le suivi sur notre sujet d'hier. Là. Si vous étiez à l'écoute, le Collège des médecins, là, avec lesquels on s'est un petit peu, on a débattu de certaines positions, parce que moi, je voulais des chiffres à savoir, est-ce qu'on sait combien de patients vulnérables vont être inscrits? Vous savez que d'ici au 30 juin, il faut que les médecins de famille inscrivent des nouveaux patients. Ça fait partie de l'entente qu'ils ont signée avec Québec. On en parle tout de suite après ceci. Eh bien, ça a été